sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une merveilleuse balade printanière que nous propose Franck Ferrand pour bien finir la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'Italie me dépayse mieux que n'importe quel pays lointain. Cette terre d'histoire et de beauté me fait rêver. Rien ne saurait m'apaiser comme de songer simplement à ces paysages bénis des dieux. Jacques de Saint-Victor nous fait un joli présent en publiant un ouvrage très libre sur la plus ancienne route d'Italie, la Via Appia. Eh bien, c'est en sa compagnie que nous allons la parcourir, cette voie romaine, en ce début d'après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Maxime qui va en savoir plus sur l'origine du cercle interallié. Ce qui nous ramènera en plein Paris. Pour le moment, lunettes de soleil, foulard au vent, chaussures plates, chère Anissa. Je suis prête. Si vous acceptez de monter sur ma Vespa, la Via Appia s'offre à nous. Et en guise d'antipasti, vous allez prendre un petit peu de Spartacus quand même. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Difficile aujourd'hui, lorsqu'on circule sur cette route très antique, d'ailleurs parcellaire, nous allons le voir dans un instant, qu'est la Via Appia, d'oublier l'épisode le plus dramatique sans aucun doute, le plus sanglant aussi de sa longue histoire, la crucifixion. Tout le long de la voie, en tout cas sur une très grande distance entre Rome et Capoue, des esclaves vaincus par les légions romaines, des esclaves qui étaient les compagnons du célèbre Spartacus. Ai-je besoin de vous rappeler qu'en 73 avant notre ère, ce gladiateur a défié l'autorité de Rome et entraîné à sa suite des dizaines de milliers d'hommes asservis, bien décidés à se libérer de leurs chaînes. La révolte de Spartacus, décidément, fera trembler Rome sur ses bases avant de s'achever dans un bain de sang. De la Révolution française à la Révolution russe, en passant évidemment par le mouvement révolutionnaire allemand et la Ligue spartakiste, du fameux film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas à une série télé pleine de violence et d'érotisme, le combat de Spartacus contre l'esclavage n'en finit pas de fasciner nos temps modernes. Spartacus, au moment des événements qu'il va faire naître, est âgé d'environ 35 ans. Il est originaire de Thrace. La Thrace, c'est grosso modo ce pays qui deviendra la Bulgarie dont nous allons parler lundi prochain. Et on peut dire que, et c'est l'avis général des historiens, Spartacus a sans doute été capturé à l'issue d'une défaite, ramené en province romaine comme un butin de guerre, vous savez, par le général vainqueur qui comme ça ramassait littéralement les esclaves. Sa force, sa vigueur lui valent d'être incorporé à l'armée auxiliaire, mais semble-t-il, le jeune homme supporte mal le joug de la Légion. Il supporte tellement mal d'obéir aux ordres qu'on lui impose qu'il va finir par s'enfuir, pas bien loin. Il est rattrapé, il se retrouve enchaîné sur le marché aux esclaves de Capoue, où il est vendu, probablement en lot. Il est possible qu'il ait été vendu en même temps que son épouse. Mais encore une fois, c'est sa vigueur, c'est sa musculature qui va infléchir son destin. Un laniste, les lanistes, vous savez, c'était ces entraîneurs de gladiateurs qui en même temps étaient des organisateurs de spectacles à une époque où le spectacle jouait un rôle absolument décisif dans la société romaine. Un laniste donc achète sans doute le couple et l'installe dans son domaine. À cette époque, Capoue est encore le principal centre de gladiature de toute la péninsule. Il fournit les meilleurs combattants dans toutes sortes d'occasions, publiques ou privées. Dans la Rome antique, le gladiateur, c'est à la fois le premier et le dernier des esclaves. Le premier, parce que la gloire acquise dans l'arène conduit parfois, très rarement en vérité, conduit les plus doués à l'affranchissement et donc à la liberté, mais aussi le dernier, car ces hommes ont un statut très proche de l'animal, ils ne jouissent d'aucun droit, d'aucune autonomie, ils doivent se soumettre à une discipline de fer afin de tuer
ou de mourir dignement. Disons qu'aux yeux des Romains, le gladiateur est une sorte de bête bien dressée, une machine à tuer que l'on prostitue pour assouvir la soif de sang de la foule. C'est un jeu effroyable, bien entendu, et l'on peut dire qu'à ce jeu, Spartacus se montre particulièrement doué. Il s'impose comme la gloire de Capoue, il devient une célébrité, on parie sur lui, les plébéiens louent son génie au combat, les patriciennes apprécient son anatomie, le laniste, qui s'appelle Batiatus, bénit les dieux d'avoir placé sur sa route un tel phénomène. Pourtant, la médaille a son revers. Spartacus est farouche, il est indomptable, il ne se plie pas aux rigueurs de l'esclavage, il reste obsédé par l'idée de liberté et il va mettre son intelligence, sans doute même sa grande intelligence, au service de plans d'évasion soignés. Son idéal serait de gagner une contrée non romaine à la tête d'un petit groupe de gladiateurs révoltés. Alors avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler ce que nous avait dit il y a quelques années maintenant l'historien Éric Tessier, qui était notre invité à ce micro et selon qui le vrai Spartacus aurait été quand même assez différent de l'image qu'on en a gardée. Certes, l'homme est d'origine thrace, il vient bien des limites du monde grec, mais Plutarque nous dit qu'il est plus grec que barbare, ce qui est une façon de reconnaître en quelque sorte sa culture ou son bagage culturel, comme nous dirions. On le dit tantôt berger, tantôt aristocrate, il combat à cheval, qui est quand même un indice de niveau social assez élevé. Il a donc, je viens de le dire, été auxiliaire de l'armée romaine, intégré à ses troupes qui renforcent les légions composées de citoyens, souvent dans la cavalerie et les unités d'archers. Il s'agit donc d'un homme encore jeune selon nos critères, mais tout à fait mûr au regard de l'époque. On sait également qu'il vit en couple, sa compagne est une thrace comme lui, prêtresse de Dionysos, qui ferait partie du lot acheté donc par le fameux laniste de Capoue. Spartacus, redisons-le, n'est gladiateur qu'à son corps défendant, bien entendu. Les révoltés qu'il va entraîner à sa suite sont au départ des tueurs professionnels. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Le hasard ayant mis sur leur route un chariot rempli de toutes sortes d'armes, ces hommes que rien n'aurait dû fédérer vont faire le choix de rester ensemble. C'est le deuxième atout dans cette affaire, c'est qu'ils vont agir en bande. Ils constituent une bande de brigands surarmés. Deux phénomènes vont alors se produire, la révélation chez Spartacus d'un véritable génie stratégique et puis le ralliement massif des esclaves de la région. Ça, c'était un troisième phénomène tout à fait imprévu. Le chef thrace est alors pris au piège de sa popularité. Son aventure personnelle va devenir un combat politique majeur et bien entendu, ce combat politique va avoir des répercussions dans l'ensemble du monde romain. Les nouvelles recrues, qui ont été formées grossièrement sur le tas, viennent nourrir ce qui apparaît comme une sorte d'armée rebelle, plus ou moins organisée, très vindicative, finalement assez obéissante, si l'on accepte les Gaulois qui mènent leur propre raid. Spartacus possède un talent d'organisateur, il a l'expérience de l'armée, il sait comment forger des armes, il sait comment diriger les hommes, il se montre également bon tacticien et vous allez voir jusqu'où il sait tirer parti des failles de l'adversaire. La bande originale du film Spartacus, un film signé Stanley Kubrick avec dans le rôle de Spartacus Kirk Douglas, souvenez-vous. Restez avec nous sur Europe 1, c'est une balade dans l'histoire et une balade en Italie que vous propose Franck Ferrand et la suite c'est dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 en ce vendredi après-midi, nous sommes sur la Via Appia qui traverse l'Italie d'ouest en est, qui est une des voies romaines les mieux conservées au monde et pourtant il s'en est passé des choses sur cette voie, dont cette contre-attaque terrible.
Et oui, et Crassus, dans un premier temps, peine à contenir ces hommes. Un de ses lieutenants, notamment, a décidé, au moment d'une razzia, d'attaquer de front les troupes de Spartacus. Ça a créé un désordre et bien entendu une défaite de plus pour les Romains. Et là, Crassus décide de sévir. Il va utiliser l'une des plus terrifiantes punitions dont les Romains soient capables. C'est la décimation. Vous savez, un légionnaire sur 10 est tiré au sort et il est battu à mort par ses compagnons. Ça, c'est histoire d'apprendre la discipline à ces légions qui doivent, c'est comme nous dirions nous aujourd'hui, garder leur nerf face à ces attaques de Spartacus, qui décide de son côté de rejoindre la Sicile, d'y soulever ce qui s'y trouvera d'esclaves, et puis, à partir de cette île, d'organiser une migration massive vers l'Orient. Pour franchir le détroit de Messine, Spartacus s'est entendu avec des chefs pirates. Autour du Thrace, on peut dire que l'excitation est grande, on se prépare à l'embarquement, on scrute la mer pour tenter d'y apercevoir des voiles amis, seulement rien ne vient. Ce que Spartacus ne pouvait deviner, c'est qu'un accord secret a été conclu entre le propriétaire de Sicile et les pirates, qui ont été donc soudoyés en masse par les Romains. Les pirates ont pris l'argent des esclaves, mais ils ne vont fournir aucun navire. De son côté, Crassus, voyant les troupes de Spartacus concentrées dans la pointe de la péninsule, a l'idée de les isoler du reste de l'Italie en faisant creuser un gigantesque fossé défensif sur plus de 50 de nos kilomètres. Au grand mot, les grands moyens, cette ligne fortifiée tout à fait romaine, si je puis dire, est infranchissable. C'est un obstacle qui est une véritable barrière. Et voici donc Spartacus piégé dans le Brutium, pas pour longtemps. Lors d'une tempête de neige tout à fait inhabituelle dans cette région, vous imaginez bien, Spartacus parvient à faire combler le fossé sur une longueur assez modérée et il faut se compagner à des légionnaires calfeutrés sous leur tente. La horde à ce moment-là reprend son errance sur les routes, tandis que Pompée revient d'Espagne avec des troupes endurcies au combat. Seulement Crassus n'a pas du tout l'intention de se faire voler la victoire par Pompée, donc il fonce sur les fugitifs, à marche forcée les troupes romaines rattrapent les esclaves, à peu près au niveau de Pétélia, on n'est pas loin de la côte ionienne, et là les Romains vont forcer les esclaves à faire volte-face. Ce qui se prépare, c'est la bataille décisive, vous l'aurez compris. Spartacus observe de loin les manœuvres de l'armée de Crassus mise en position de combat, donc pas très loin de Pétélia. 50 000 légionnaires en formation de la tortue, pilum en avant, attendent l'ordre d'attaquer. La machine de guerre romaine n'a plus le choix. Il lui faut à tout prix écraser cette révolte d'esclaves qui depuis trop longtemps maintenant intimide la République et terrorise ses élites. Spartacus tourne à présent le dos à cet ennemi surarmé, il jauge les forces qui lui restent, et ce sont de pauvres vers qui sont là, par dizaines de milliers certes, mais qui sont mal nourris, mal entraînés, épuisés. Ils attendent eux aussi, et surtout ils ont bien l'intention de défendre toutes ces femmes, tous ces enfants qui là-bas derrière les observent et ont placé en eux tellement d'espoir. C'est un combat, c'est le combat de la toute dernière chance. L'heure est au sacrifice rituel. C'est d'ailleurs la femme de Spartacus qui était prêtresse, je vous l'ai dit, qui va procéder à l'essentiel des sacrifices. Et elle dit, il faut viser la tête. La tête, c'est ce point blanc qui tout là-bas parade sur son cheval, entouré d'aigles de bronze dont l'or accroche le soleil. C'est Crassus, bien entendu. Spartacus grimpe sur le tertre qui domine ses troupes et d'un coup de glaive impérieux, il égorge sa propre monture. Désormais, il n'est plus question de faire machine arrière. Une clameur inouïe, nourrie par des milliers de gorges, s'élève au ciel quand le sang vient littéralement asperger les mains du chef Thrace qui est en train de sacrifier son propre cheval, vous imaginez. Pour la liberté, hurle-t-il, pour nos familles, pour notre rêve, il faut aujourd'hui vaincre ou mourir. Bonjour Jacques de Saint-Victor. Bonjour. Avec vous dans un instant, nous allons vivre l'ultime épisode de la saga Spartacus, après quoi, plus tranquillement, dans une Fiat, par cette atmosphère de printemps, nous irons nous promener sur la Via Appia. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour cette balade dans l'histoire et à la fois
en Italie. Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi Jacques de Saint-Victor, historien, écrivain et critique littéraire au Figaro, auteur de Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d'Italie, paru chez Équateur. Et cette Via Appia a été le théâtre de l'ultime affrontement entre Crassus et les légionnaires romains et Spartacus et ses hordes de rebelles. On connaît évidemment le résultat. Ça a été pour les esclaves de Spartacus une bataille épouvantable qui a commencé par une pluie de flèches, les archers romains étant très efficaces. D'ailleurs, dès ce premier assaut des archers, on a vu Spartacus blessé à la cuisse, qui était obligé de se faire lui-même son propre pansement et continuer à combattre jusqu'à ce qu'il soit complètement déchiqueté. Est-ce qu'il est mort dans cette bataille ou est-ce qu'il a été fait prisonnier? Il semblerait qu'il soit bien mort dans la bataille et ce sont ses compagnons, ses lieutenants qui ont été crucifiés. Pas seulement les lieutenants, puisqu'on a pris tous ceux qu'on a pu trouver et on les a comme ça crucifiés tout le long de la Via Appia, Jacques de Saint-Victor. Oui, ça a été à peu près 6000, je crois, dans les chiffres sont évidemment un peu vagues, mais plus de 6000 personnes crucifiées de Capoue jusqu'à Rome. Ça fait froid dans le dos, on imagine cette route ensanglantée à jamais d'une certaine manière. Oui, ben, ça a été vraiment pour Rome une terrible humiliation, cette affaire de Spartacus, donc il fallait absolument faire prendre conscience qu'il ne devait plus y avoir de telles révoltes d'esclaves. Ce n'est pas la première révolte d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que Spartacus veut aller en Sicile, parce qu'il y a eu beaucoup de révoltes serviles en Sicile. Il y en a eu 2 grandes juste avant lui. Et il espérait pouvoir justement faire cette jonction, parce qu'évidemment la situation des esclaves dans cette Rome républicaine est terrible. Donc ils sont tous très très révoltés dans au plus profond de leur cœur. Nous allons revenir sur l'ensemble de votre voyage dans un instant. Ça fait vraiment rêver et vous le décrivez très bien. C'est un ouvrage très libre, très très agréable à lire. Disons un mot de Capoue. Vous êtes allé à la recherche de l'amphithéâtre où Spartacus avait accompli ses exploits. Bien sûr, puisque ce qui est magnifique dans cette Via Appia, comme c'est la plus vieille route de l'Occident, il y a beaucoup de vestiges de cette grande époque de la civilisation romaine, et il y a notamment Capoue qui était la deuxième grande ville de ce qu'on peut appeler la civilisation gréco-romaine, puisque en fait c'est une ville grecque à l'origine, puisque toute la partie sud de l'Italie s'appelle ce qu'on appelle la Grande Grèce, puisque au départ ce sont des colonies grecques et qui petit à petit se sont développées. Et d'ailleurs les Romains ont essayé, quand ils ont vaincu toutes ces colonies grecques, de construire cette route pour justement favoriser le contrôle de cette Grande Grèce. Donc pour eux, l'objectif au départ, c'était vraiment le contrôle de la Grande Grèce, et ils construisent d'ailleurs cette première grande route pour aller directement à Capoue, qui est la principale rivale de Rome. Ce qui fait que cette Via Appia, dans son premier tronçon, lorsqu'on part de Rome, elle suit, bien qu'en retrait dans les terres, elle suit grosso modo le tracé de la côte jusqu'à Capoue et même au-delà d'ailleurs. Absolument, oui, elle suit. Enfin, c'est assez particulier. Les Romains traçaient un peu à ligne droite. Donc là où il y a une plaine, ils vont vraiment tracer tout à fait droit. Lorsqu'il y a quelques montagnes, car c'est une zone très très belle d'ailleurs sur le plan géographique, il y a des montagnes qui tombent dans la mer. Alors là, ils sont obligés de contourner. On n'a pas encore de dynamite à l'époque romaine, donc on contourne. Alors vous, à Capoue, vous louez donc une maison à 2 pas du cirque romain. Tout à fait par hasard, parce que je voulais avoir une vue sur ce cirque le matin. Donc j'ai loué une toute petite maison qui donne sur le cirque ancien. Et je discute avec le propriétaire et il me dit: mais si vous voulez, venez dans ma cave, parce que moi j'ai découvert, enfin les archéologues ont découvert que les traces de l'ancien amphithéâtre républicain. Car l'amphithéâtre que l'on voit aujourd'hui, c'est l'amphithéâtre impérial. Mais bien sûr. Mais l'ancien amphithéâtre... La plupart des arènes romaines dont nous disposons d'ailleurs sont des arènes impériales, c'est-à-dire beaucoup plus récentes. Voilà. Mais il existait, puisque Spartacus, lui, vivait à l'époque républicaine, il existait un amphithéâtre plus modeste, et
Et il m'a montré dans sa cave les restes de cet amphithéâtre républicain. Donc c'est un peu amusant, mais en effet, je me suis dit que j'avais dormi au-dessus de l'amphithéâtre de Spartacus. Bon, voilà. C'est amusant et en même temps, ça nous dit à quel point cette terre italienne est saturée de vestiges. Quand je pense que nous disons que notre patrimoine en France est riche, notre patrimoine culturel, il faut savoir que celui de l'Italie est 5 à 6 fois plus riche, en tout cas en nombre de monuments classés. C'est incroyable. Vous allez dans n'importe quel jardin, dans n'importe quelle cave, au coin de n'importe quelle rue, et vous avez des vestiges de l'histoire. Ça, c'est tout à fait fascinant, bien entendu. La Via Appia, c'est la plus ancienne route de l'Occident, nous dites-vous. On connaissait avant elle, je vous cite, des voies construites par les Égyptiens, mais elles étaient strictement privées, réservées aux pharaons et à ses armées. Le génie des Romains de la Res Publica fut de construire des routes publiques, Viae Publicae, du nom des consuls qui les financèrent. La première de toutes fut l'Appia, tracée en 312 avant Jésus-Christ par le consul Appius Claudius Caecus. Caecus, ça veut dire l'aveugle. Elle a d'abord relié Rome à Capoue, la principale ville de la Grande Grèce. Après avoir vaincu Pyrrhus, celui des victoires à la Pyrrhus, Hannibal et les tribus samnites, les Romains poursuivirent leur conquête vers le sud en étendant l'Appia jusqu'à la mer Adriatique. La Via Publica marquait le triomphe de la civilité sur la nature. Ensuite, des routes publiques se dessinèrent un peu partout. On est au cœur de la civilisation lorsqu'on reprend le tracé de la Via Appia. Et à l'origine même de notre civilisation, en tout cas de notre civilisation occidentale, évidemment. Et c'est un peu ce qui m'a motivé de retourner sur cette Via Appia, c'était revenir à nos origines et aussi de voir ce que nous en avions fait. Alors justement, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Il faut le dire aux gens. C'est un petit peu décevant, mais il faut le dire quand même. Non, c'est pas tout à fait décevant. Il y a des moments absolument magnifiques. Fabuleux, vraiment fabuleux. Bon, tout le monde connaît le tronçon de Via Appia qui sort à la sortie de Rome après les catacombes de San Sébastien. Qui est toujours dans tous les livres de latin. Voilà, qui est maintenu dans un état peut-être même plus beau encore, enfin non, qu'à l'époque, pas sur le plan du pavage, avec mais les mausolées, le pavement etc., oui, mais les mausolées, l'organisation, il y a aussi, ils ont planté des arbres au 19e siècle, ce qui fait que ça crée une ambiance vraiment très particulière, c'est sépulcral, c'est si près, magnifique. C'est tout à fait splendide. Il faut voir tout ça à la tombée du jour, lorsque le soleil devient doré, c'est merveilleux. On a le sentiment d'être tout à fait ailleurs, c'est un autre univers. Alors après Castel Gandolfo, puisque la Via Appia passe au bas de Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été du pape, qui était une ancienne villa romaine. Après Castel Gandolfo, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que il faut dire que la Via Appia fait 500 km quand même. Donc il y a sur ces 500 km des tronçons qui sont aujourd'hui ravagés par la route moderne, puisqu'il y a une Appia Antica sur laquelle passe l'Appia Nuova, donc qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a encore, parce que cette Appia Nuova n'a pas suivi précisément le tracé exact de la Via Appia Antica, il y a des endroits à différentes, disons tous les 50, 100 km, des endroits vraiment magnifiques qui sont intacts, dans une nature tout à fait spectaculaire parfois, préservée, et qui nous permettent vraiment de revenir aux origines de cette romanité. Eh bien, ce que je vous propose, Jacques de Saint-Victor, c'est à vos côtés de refaire ce tracé, de suivre cette route qui est dans une certaine mesure, nous dites-vous, la plus grande œuvre d'art oubliée de la Rome antique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux. Un voyage en Italie avec le groupe Lilycube sur Europe 1. C'est ce que vous propose Franck Ferrand cet après-midi. Un voyage le long de la Via Appia. Avec votre invité, Franck, vous recevez Jacques de Saint-Victor, historien, écrivain et critique littéraire au Figaro, qui est aussi l'auteur de Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d'Italie, paru chez Équateur. Il faut entretenir cette belle tradition des journaux de voyage d'une certaine manière. Vous commencez le trajet à pied, mais vous prenez très vite la voiture quand même. Oui, j'ai été un peu paresseux. En même
même temps, ça fait partie du charme de l'Italie. Oui, ça, bien je pense entendu. que de toute façon, c'était pas tout à fait mon esprit de faire un voyage de dépassement de soi-même. C'était plutôt flâner, aller à la rencontre justement de ce passé. Alors, la Via Appia est très peu côtière, somme toute, même si elle suit encore une fois de plus ou moins le dessin de la côte. À Terracina, là on voit la mer. À Terracine, on voit la mer. On arrive, c'est un des ports importants de la Rome antique. Et alors à ce moment-là, à partir de Terracine jusqu'à Mondragone, on va suivre la côte, et qui était à l'époque des Romains considérée comme la plus belle côte d'Italie. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle la Via Appia la longe tant qu'elle peut, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas passer quand il y a de grandes montagnes, mais elle longe cette côte, et c'est d'ailleurs dans ces baies que les empereurs et les grands dignitaires... C'est la côte d'Azur des Romains, absolument, en fait. C'est là que sont toutes les grandes villas. Tibère a une grande villa à Sperlonga. Sublime, oui. Il y a Cicéron a une maison à Formia, le long de la mer. C'est ce qu'on appelle la mode des villas maritima. C'est dans le jardin de cette maison qu'est assassiné Cicéron. Il est assassiné, absolument. Il est tué dans le jardin de cette ville-là. Ouais. Alors, on va toujours plus au sud, par définition. C'est comme ça qu'on arrive donc à Capoue. Nous avons dit un mot de la Capoue antique. Il existe une Capoue plus récente, quand même. Médiévale, d'abord. Oui, ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux Capoues, en fait. C'est ça. Il y a la vieille Capoue, celle que vous avez mentionnée, qui aujourd'hui s'appelle Santa Maria Capua Vetere. Donc, qui trompe un peu son monde, puisque la vraie Capoue, la Capoue de Spartacus n'a plus le nom de Capoue, et celle qui s'appelle Capua, donc Capoue aujourd'hui, c'est une ville médiévale qui a été construite qui a été surtout très reconstruite à l'époque de Frédéric II, car c'était la ville d'entrée de l'empire de Frédéric II, donc l'empereur germanique qui dominait tout le sud de l'Italie. Et cette ville de Capua, elle est à la fois très attachante parce que c'est une ville un peu délabrée, laissée un peu dans son jus, comme on dirait aujourd'hui, mais qui a un passé extrêmement glorieux. Et donc un passé médiéval très riche, un passé baroque très riche, et donc c'est vraiment charmant. Il faut aller à cette vieille Capua qui est beaucoup moins visitée que l'autre à cause de l'amphithéâtre. Et à partir de Capoue, on met le cap, enfin c'est pas vous qui mettez le cap, c'est la Via Appia qui met le cap à l'est, presque même au nord-est, on remonte un tout petit peu vers le nord pour aller à Bénévent, en fait. Absolument, oui. À ce moment-là, les Romains traversent ce qu'on appelle la Campania Felix, c'est-à-dire la riche plaine de la Campanie, qui est considérée à l'époque et encore jusqu'à aujourd'hui comme une des terres les plus riches de tout l'Occident. Et on traverse cette plaine de la Campanie pour arriver jusqu'aux montagnes des anciennes tribus samnites, dont Bénévent est une des capitales. Qu'est-ce qu'on peut voir à Bénévent aujourd'hui ? Alors Bénévent, c'est pas... Quand on parle de Bénévent, on pense soit à Bénévent l'abbaye, soit à Talleyrand, prince de Bénévent. Absolument. qui a été justement fait prince de cette région, mais pour des raisons purement stratégiques. Napoléon voulait avoir, exploité toutes ces régions pour entretenir sa grande armée. Bénévent, c'est une ville très ancienne. Elle a surtout une histoire insolite, puisque c'était une ville, on l'appelle au Moyen-Âge la ville des sorcières. Donc il y a encore des traditions un peu ésotériques qui sont conservées à Bénévent. Ça, c'est un point. Il y a beaucoup de ruines romaines. Il y a aussi beaucoup, hélas, de ruines directement, puisqu'elle a été profondément bombardée en 1943 au moment des combats entre les Alliés et les Allemands. Et Bénévent était sur cette ligne Gustave, une ligne donc qui protégeait, qui coupait en deux l'Italie. Mais cet aspect des sorcières est assez notable. Il y a une ambiance, si vous voulez, très particulière. Et surtout, Bénévent, c'est une ville en dehors de tous les parcours touristiques aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Or, il y a le plus bel arc de Titus, il y a un des plus bels arcs romains, se trouve à Bénévent. Donc c'est intéressant d'aller dans un sud très profond, à l'écart des zones touristiques. On est en plein cœur de la botte italique. Absolument. Dans des régions qui sont de moins en moins connues, j'ai envie de dire, à mesure qu'on avance. Alors, c'était aussi, disons-le autrefois, et vous le marquez très bien, c'était aussi la voie de l'Orient. C'était le chemin qu'on prenait pour s'en aller, pour aller voyager loin, bien au-delà de Brindisi, bien sûr. Parce que la Via Appia conduit jusqu'à Brindisi, et Brindisi, c'est le grand port des Romains pour aller en Orient. D'ailleurs, c'est en revenant d'Orient que Virgile meurt à Brindisi. C'est un port qui va ensuite servir
en grande partie pour les croisés lorsqu'ils doivent partir en Terre Sainte, et aussi les pèlerins. Finalement, lorsqu'on vous lit, on se rend compte que les témoignages du Moyen-Âge, notamment, ceux des croisés, de Frédéric II, etc., sont plus présents que les témoignages antiques, au moins aussi présents, en tout cas. Au moins aussi présents, et c'est vrai qu'il y a un amour très étonnant de la part des gens du coin pour, par exemple, Frédéric II, oui. Le puer Apuliae, comme il l'appelle, l'enfant des Pouilles, et il le considère comme étant un des rares personnages, et c'est pas totalement faux d'ailleurs, un des rares personnages du Nord qui se soit intéressé au Sud sans nécessairement vouloir le piller. Alors nous sommes sur, pour ceux qui nous rejoindraient, un peu l'équivalent de notre National 7, cette Via Appia qui est après... c'est un peu plus agréable que la National 7. N'est-ce pas, surtout aujourd'hui. Après Bénévent, s'en va vers l'est-sud-est, en fait. Hein. On ne passe pas à Melfi même Non, Melfi à l'époque des Romains n'existait pas vraiment. Ouais. Ça a été une construction de Frédéric II, justement, une construction médiévale. C'est d'ailleurs très intéressant. Melfi, on a l'impression de retourner là quasiment dans nos contrées du Nord. Ça ressemble un peu à Édimbourg. C'est un château féodal extrêmement sombre. Et puis ensuite, on repart vers le sud le plus profond. On traverse la plaine des Pouilles, une plaine accablée par le soleil qui mène à Tarente. C'est curieux de voir que ce pays, somme toute, de petite taille, au climat, là dans les zones que nous abordons maintenant, carrément inhospitalier, aux routes souvent mal fichues, aux auberges réputées pour leur mauvaise qualité pendant des siècles. Oui, plus maintenant. C'est vrai, oui. Mais il est curieux que ce pays ait attiré autant de voyageurs. Le fameux Grand Tour au XVIIe, au XVIIIe siècle était un must. Il fallait absolument faire le tour de l'Italie et aller se confronter au reste de la civilisation ancienne. Oui, alors le Grand Tour généralement s'arrête quand même plutôt à Naples. Hein. On descend rarement vers la... Voilà, vers on ne va pas normalement dans ces zones, sauf à partir du XVIIIe siècle, où justement le tour vers soit la Sicile, la Calabre et surtout les Pouilles devient un peu comme une entreprise d'exploration totalement extravagante. Et il y a quelques récits, l'abbé de Saint-Non, d'autres auteurs qui font vraiment un récit. Mais c'est complet. L'aventure. C'est la grande aventure. J'étais il y a quelques jours en Sicile, c'est toujours un bonheur, et je remarquais à quel point comment pourrait-on dire, le tissu social est différent de ce que nous connaissons dans tous les pays du nord de l'Europe ou même de l'Europe méridionale. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être plus ou moins encore dans les années 60 ou 70 dans certains endroits. Il y a des petites boutiques le long des routes, enfin un système qu'on a oublié nous depuis 40 ans en fait. C'est dans tout le sud de l'Italie. C'est vraiment très marquant et d'ailleurs c'est ce qui explique que beaucoup de souvenirs d'enfance me sont revenus parce qu'on a l'impression que c'est la France des années 70. C'est ça, vraiment. Il y a les petites pharmacies avec vraiment les boiseries de jadis, les petites pâtisseries extrêmement sophistiquées. De perles. C'est d'ailleurs très bien tenu. Et c'est assez surprenant parce qu'on a une image un peu d'un sud délabré, il l'est par endroits, mais il y a une grande richesse, notamment commerçante, et c'est quelque chose qui fait songer, avec l'âge, on a un peu d'expérience, à la France des années 60-70. Alors, bien entendu, la puissante industrie italienne se trouve plutôt dans le nord du pays, ce qui n'empêche pas quand même l'implantation d'un certain nombre de sites, pas toujours très jolis d'ailleurs, qui viennent défigurer des paysages magnifiques. Oui, à Melfi ou à Tarente. Tarente, c'est la grande entreprise Ilva qui est une des principales productrices de l'acier européenne, et qui alors s'est implantée dans les années 60 en plein milieu de la Via Appia. Donc on ne peut plus traverser cette zone puisque évidemment elle est interdite. Et là, défigurer à jamais la Via Appia. Un peu à la manière de Proust, vous aviez rêvé de tous ces paysages et de ces destinations dès l'enfance, Jacques de Saint-Victor. Est-ce que, comme disait Jean-Jacques Rousseau dans son propre voyage dans le Sud, le contentement passa l'attente? Oui, moi j'ai été par moments évidemment un peu déçu de certains paysages, mais j'ai été aussi très satisfait de pouvoir revenir dans ces lieux, comme je vous le mentionnais, Bénévent, qui n'ont rien de spectaculaire, mais qui nous font bien comprendre ce qu'était cette vieille civilité romaine. Par exemple, à Bénévent, il préparait, quand j'y suis passé, une fête qui avait été donnée en 64 en l'honneur de Néron, et il refaisait la même depuis à peu près une centaine ou 200 ans. Donc c'est une sorte de cycle permanent qui est assez marquant, touchant.
ce périple s'achève donc très à l'est et relativement au sud, dans ce célèbre port de Brindisi, qui a été, vous nous le disiez, la porte de l'Orient pour les Romains, pour les Italiens depuis des millénaires maintenant. Oui, ils l'utilisent encore. Les jeunes partent souvent en bateau le soir. On en entend parler beaucoup dans les actualités de Brindisi pour d'autres raisons, évidemment. À cause des migrants, bien sûr. Il y a des migrants, ils arrivent surtout en Sicile et à Tarente, mais il y en a aussi évidemment parce que maintenant ils passent par les Balkans. Mais c'est un port assez beau là aussi. Il y a la plus ancienne colonne qui marquait la fin de la Via Appia, qui est toujours conservée à Brindisi. On peut y aller. C'est un port très particulier, romantique, je dirais. Oui. Il faut le voir au soleil couchant. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il est bien orienté pour Absolument. ça. On a le soleil littéralement qui vient embraser les flots à cet endroit. On n'est pas très loin non plus de toutes les grandes fondations des îles méditerranéennes. Je pense à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Je pense bien sûr à l'ordre de Malte, etc. Parce que comme c'était le lieu justement de départ et de retour de la croisade et du pèlerinage à Jérusalem, eh bien vous avez dans des petites villes des environs de Brindisi, je pense par exemple à Mézagne, qui est une petite ville assez peu connue, mais qui était d'ailleurs sur la Via Appia, vous avez beaucoup de palais aristocratiques et religieux, notamment des ordres de Malte, l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et autres, qui accueillaient mais notamment les malades, les pèlerins qui étaient épuisés, ceux qui voulaient au contraire partir et qui étaient fatigués de leur voyage jusque-là. Donc c'est vrai qu'il y avait une vie très très intense à cette époque-là dans les Pouilles qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Buongiorno, nous dit Lucille via Facebook. Je vous écoute depuis mon appartement à Naples. Je déjeune face au Vésuve. Oh mon Dieu. Avant de repartir au travail, je sens les gladiateurs dans mon dos au nord vers Capua. Merci, nous dit Lucille. Bien, si vous n'avez pas la chance de Lucille, vous pouvez toujours voyager à très peu de frais grâce à cet ouvrage que publient les éditions des Équateurs de Jacques de Saint-Victor, Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d'Italie. Merci beaucoup. Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand vous donne les origines du Cercle de l'Union interalliée. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Maxime sur le site europe1.fr. Il voudrait connaître l'origine du Cercle de l'Union interalliée. Ça tombe bien puisqu'il y a un moment maintenant, mais enfin je l'avais sous le coude depuis pas mal de temps, un ouvrage collectif sur le Cercle de l'Union interalliée est paru aux éditions du Cherche Midi. C'est un beau livre, ça s'appelle Le Cercle de l'Union interalliée, un siècle dans l'histoire. Alors évidemment quand on a l'habitude de fréquenter ces lieux, on les trouve normaux, familiers, etc. Mais n'oublions pas le caractère exceptionnel de ce club qui a accueilli, alors on peut dire tout ce que la planète peut compter de sommités, de l'empereur Hirohito au Shah d'Iran. C'était un lieu de conférence tellement fréquent pour Paul Valéry, pour André Gide, pour Sacha Guitry, etc., etc. Ce cercle de l'Union interalliée, comme son nom l'indique, c'est un lieu d'entente diplomatique, de triple entente même. En 1917, au moment où les États-Unis s'engagent dans la Grande Guerre, une poignée d'officiers et d'hommes politiques qui sont français, anglais et américains se réunissent donc avec pour objectif de favoriser les relations internationales entre les pays alliés. C'est le comte de Beaumont, le célèbre comte de Beaumont, qui le premier va constituer un cercle adapté aux besoins engendrés par le conflit. Il est président de la Société française radioélectrique à l'époque. Il a un réseau très 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 important. C'est un homme très avec un entre-gens considérable. Et la figure tutélaire de ce regroupement diplomatique, c'est le général Foch en personne, qui va bientôt devenir maréchal et qui est le chef d'état-major des armées alliées. Le baron de Rothschild va à ce moment-là proposer son hôtel particulier qui est un joyau du XVIIIe siècle au 33 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, donc tout près de l'Élysée, pour créer ce cercle de l'Union interalliée qui voit le jour en octobre 17. C'est la guerre qui a fait naître l'idée de notre association, disait le comte de Beaumont, mais c'est la paix qui en a démontré l'impérieuse nécessité. Il faudra quand même attendre 3 ans pour que le club soit ouvert aux femmes, ce qui va plus vite qu'à Londres, entre nous soit dit, ou dans certains autres clubs. Je voudrais citer absolument la phrase magnifique du général de Gaulle qui avait tout simplement surnommé le cercle interallié l'ambassade de France à Paris.